Mesdames, Messieurs, je l'annonçais en début d'émission, c'est une lutte, l'une des luttes qui tient le plus à cœur au gouvernement du Bénin. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est au cœur des préoccupations, je dirais. Nous sommes dans la période puisque 16 jours d'activisme ont été lancés justement pour sensibiliser, pour briser le silence. Nous en parlons sur ce plateau. Nous allons surtout voir les différentes causes qui sont à la base d'une certaine réserve, de certains silences qu'on observe encore dans certaines régions, dans certaines parties du pays. Comment endiguer ce mal-là et surtout, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Je reçois pour vous, pour en parler, Hermione Adjovi. Elle est activiste des questions des violences basées sur le genre. Bonjour Madame Hermione Adjovi. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À vos côtés, Jocelyne Agbessi-Jossou, vous êtes assistante technique PAGE au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et en face de vous, Solange Ojo, directrice départementale Affaires sociales de l'UEME. Merci d'être là. Et bonjour à vous également. Bonjour, un plaisir pour moi. Et il est resté avec nous, Patrick Jossou. Vous voyez, nous avons l'équilibre sur ce plateau. Il va certainement se prononcer sur le sujet et je reste avec vous pour commencer justement, Patrick. Beaucoup d'actions sont menées, la peur a certainement changé de camp, on le remarque, mais il y a encore à faire et justement le gouvernement, les institutions n'arrêtent pas de pousser afin de complètement endiguer le mal. Quel regard déjà portez-vous en tant qu'homme des médias et en tant qu'homme tout court sur cette campagne et sur cette réalité-là? Le regard est un regard serein. Serein parce que je me dis que tout le monde est en train de prendre conscience qu'il y a une réaction, il y a une action à faire et cette action va pousser à des réactions. L'action, c'est quoi? C'est que dans la tête de tout être humain, de tout Béninois, dans la tête de tout un chacun, il est dit maintenant, halte aux violences, halte à toute violence faite aux filles, toute violence faite aux femmes. Et lorsque le signal a été donné, je ne veux pas dire à quel moment précis le signal a été donné, mais lorsque cela a été donné, que tout le monde a senti que le tam-tam a changé, le rythme a changé, il faut changer de pas de danse. Beaucoup de personnes qui étaient déjà dans un certain style de vie ont commencé par prendre du recul. Et d'autres ont voulu contre-attaquer en jouant de leur atout, en disant que voilà, on parle de violence faite aux femmes alors qu'il y a des hommes qui sont aussi violentés, etc. C'est maintenant qu'on commence par dire qu'il y aura une association des hommes battus. Quel regard vous portez sur cette lutte-là en tant qu'homme? Est-ce que cette lutte, elle est opportune? Elle est très opportune, cette lutte. Je dis qu'elle est capitale. Merci. Capitale parce que ce n'est pas une lutte qui pourra être menée et dont on va voir les résultats tout de suite. C'est à long terme. Et ça, il faut que chacun puisse se le dire. C'est à long terme. Pourquoi? Les mentalités étaient forgées et ont été à un moment donné tellement forgées sur un point où même certaines femmes, excusez-moi de le dire, acceptent d'être martyrisées. Même certaines femmes se disent que c'est naturel qu'elles puissent être violentées. C'est naturel qu'elles puissent se retrouver en situation d'infériorité et être battues. Ce n'est pas qu'elles sont des obsédées des coups, non, mais elles se plaisent à dire oui, bon, c'est pas grave, c'est mon homme, c'est mon copain, c'est mon fiancé, c'est mon mari. Non, il a les droits, il a le droit de regard sur moi et puis le droit de coup sur moi. Il faut qu'il y ait petit à petit un travail fait pour que l'on puisse, je l'ai dit, ce n'est pas à court terme, c'est à long terme. Absolument. Que chacun puisse comprendre que c'est un travail qui va améliorer la société, le rendu de la société. Une partie de la société ne peut pas vivre sous stress tout le temps, ne peut pas vivre sous conditionnement
psychologique tout le temps et l'autre partie va applaudir à tout va. Tout à fait d'accord avec vous, Patrick. Oui, voilà. Merci beaucoup pour cet apport. Et justement, il y a des choses qui sont déjà faites. Nous avons sur ce plateau une activiste. Vous êtes très engagée dans ce qui concerne la lutte des violences basées sur le genre. J'aimerais quand même qu'on recontextualise un peu, que vous nous définissiez déjà ce qu'on peut comprendre par violence. Parce qu'il y a peut-être des victimes qui nous suivent, mais qui n'ont pas forcément conscience qu'elles vivent un abus, qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent, je le mets en griffe, être délivrées. Qu'est-ce qu'on entend par violence? À quel moment il y a violence, il y a abus? Alors, merci. Les violences, c'est tout acte ou menace d'acte dirigé à l'endroit du sexe féminin, évidemment, parce qu'on parle de violence faite aux filles et aux femmes. Donc, tout acte ou menace d'acte dirigé contre la femme, de nature à lui faire ressentir ou faire subir des préjudices, des souffrances sur le plan physique, psychologique, verbal, sexuel, économique. Tout à fait. Donc voilà les différents angles. Quand je prends le volet économique par exemple, très peu de personnes s'en rendent compte, sinon ce n'est pas vraiment connu sous nos cieux. Je reste dans le contexte conjugal où par exemple monsieur est fâché et peut-être qu'auparavant c'est lui encore qui avait interdit à son épouse de travailler. Elle est restée parce que femme soumise, femme parfaite, et parce que monsieur est fâché un beau jour, il décide pour le prochain mois de ne pas donner la popote. Pourtant, c'est toi qui avais dit, je ne veux pas que mon épouse travaille. Mais parce que tu es fâché, désormais tu la mets à jeun. Parce que j'ai connu des cas, on a reçu des cas où, soit c'est qu'il la laisse à jeun carrément, ou parce que les enfants sont là, il fait la cuisine lui-même, il nourrit les enfants, il enferme la nourriture dans la cuisine, il laisse la femme à jeun pendant 24 heures, voire plus. Voilà par exemple un exemple de violence économique. Il y en a tellement. Il y en a tellement. J'ai Madame Ojo qui sourit, hein, je vais revenir à vous. Madame Jocelyne Agbessi-Jossou, alors je dis, vous êtes assistante technique du projet d'appui à l'égalité du genre auprès du ministère des Affaires sociales de la microfinance, ce qui veut dire que vous maîtrisez un peu le domaine, vous allez sur le terrain, au contact des populations. Est-ce qu'on a noté quand même un certain changement? Est-ce qu'on peut dire que la peur a changé de camp? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Merci beaucoup, madame. Je suis très honorée d'être sur le plateau ce matin. Et à la suite de votre question, je dirais que la peur a changé de camp d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, les violences basées sur le genre, la lutte, c'est une lutte de longue haleine. Et ça porte progressivement ses fruits. Et en tant que représentant de la coopération suisse, bien sûr, parce que le PAEG, le programme d'appui à l'égalité de genre, c'est un programme du gouvernement béninois, financé par la coopération suisse et 3 consortia d'OSC. D'accord. Et son objectif, c'est de renforcer l'égalité de genre dans la population béninoise, réduire les vulnérabilités dans la population féminine surtout. Donc nous accompagnons le ministère des Affaires sociales à mener cette lutte-là, surtout donner les ressources nécessaires pour que dans l'exercice de leurs fonctions, l'amélioration de leurs services, surtout les services à l'endroit de ces victimes, soient améliorés et holistiques. Les progrès ne sont pas très visibles parce que malgré les préventions, les cas enregistrés augmentent d'année en année. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de progrès. Parce que plus les gens savent, ils dénoncent, vous aurez plus de cas. Donc, c'est le plus important. Justement, Madame Ojo, vous qui représentez le ministère des Affaires sociales sur ce plateau en tant que directrice départementale des Affaires sociales de l'OME, comme certainement le programme de Madame Jocelyne, il y en a beaucoup d'autres. Je sais que le ministère est très engagé, différents projets, différentes actions. Est-ce que sur le terrain, malgré que cela continue, est-ce qu'on a quand même, je dirais, un recul de tout ce qu'on observait auparavant? Merci beaucoup. Je dois d'abord dire que le Bénin n'évolue pas est nihilo. Le Bénin s'inscrit dans le concert des nations, d'accord, dans le concert de toutes les organisations internationales œuvrant dans ce sens. Vous savez, depuis 1999, où l'Organisation
des Nations Unies, d'accord, a proclamé le 25 novembre comme la journée de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Le Bénin aussi a pris des dispositions, étant donné qu'il fait entièrement partie de cette organisation. Il a d'abord signé la plateforme de Beijing, d'accord, et puis après des actions clés qui se mènent depuis lors par le vote et la promulgation des lois, et particulièrement depuis 2021, vous aurez constaté un grand changement, d'accord, au niveau de l'arsenal juridique pour toujours améliorer le statut juridique de la femme. Je crois que toutes ces actions, quand on prend une loi, on vote une loi, on la promulgue, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance se charge de l'application, d'accord, des dispositions contenues dans ces lois-là, la sensibilisation, la vulgarisation de cette loi, la sensibilisation des populations, rendre connu, d'accord, ces tests-là au sein de nos communautés. C'est le plus grand travail que nous faisons. Et puis après, vous savez, les actions de proximité ont tendance à porter mieux les fruits. Et c'est en cela que le ministère des Affaires sociales se donne cette tâche-là, à travers les centres de promotion sociale, de se rapprocher beaucoup plus des communautés, de leur expliquer le nouvel envol que le gouvernement entend donner au statut de la femme. Ces actions ont fait que, de plus en plus, exactement comme l'ont témoigné mes prédécesseurs, la chose se corrige. Et je ne voudrais pas dire ici que ça a changé de camp, mais je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de nos communautés, même ceux-là qui étaient auteurs de violences à l'égard des femmes. Ils ne sont plus sans savoir les représailles qu'ils courent en commettant de ces genres de crimes. Il y a parfois de plus en plus d'auteurs qui font et qui se donnent aussi la mort par suite de leurs actes, par crainte des représailles. Moi, je crois que cette flopée, d'accord, d'engagement et de réveil, même si cela n'est pas aussi perceptible aux yeux de certaines personnes, même si on a tendance à féminiser toutes ces actions, je dis c'est pour le bien de notre pays, parce qu'un pays a besoin et des femmes et des hommes pour pouvoir constituer son envol. C'est ce à quoi le ministère des Affaires sociales se donne tous les jours. Et je voudrais, pour répondre effectivement à votre question, ce réveil, cet engouement que nous constatons aujourd'hui n'était pas noté auparavant. Il y a de plus en plus aujourd'hui cette spontanéité à signaler, d'accord, à pouvoir mettre sur la place publique les cas de violence à l'égard des hommes ou bien même à l'égard des femmes. Parce que sur ce plateau, j'ai un homme à ma droite qui a dit que les hommes aussi se constituent en association pour dire l'association des femmes des hommes battus. Bon, c'est pour ça que nous avons mis beaucoup plus l'accent sur les VBG, violences basées sur le genre, pour dire c'est des violences dirigées à l'encontre des groupes de personnes. Elles peuvent être des femmes ou bien elles peuvent être des hommes. Le ministère des Affaires sociales est là, d'accord, pour restaurer, d'accord, le statut de l'homme dans toute sa plénitude, que ce soit femme ou homme, toutes les personnes qui constituent des couches vulnérables, nous déployons pour pouvoir restaurer le statut de toutes ces personnes-là. Je reste avec vous parce que j'ai une question importante. Tout à l'heure, vous parliez de la peur qui n'a peut-être pas définitivement changé de camp, mais qui évolue. Alors, vous l'avez dit, il y en a qui dénoncent, même les auteurs prennent conscience, mais celles qui ne parlent pas, ou ceux qui ne parlent pas. Je prends peut-être l'exemple d'un père dont la petite fille a subi des violences, mais qui n'a pas le courage, qui n'ose pas parler. Et ces femmes également victimes qui n'arrivent pas à porter sur la place publique ce qu'elles vivent. Moi, j'aimerais quand même comprendre qui en est à la base. Qu'est-ce qui explique ce silence, cette réticence? Il y a beaucoup d'éléments qui expliquent le silence des femmes violentées. Vous savez, il y a d'abord la honte
et la culpabilité, c'est-à-dire la culpabilisation. On se dit, je suis coupable de ce qui m'arrive. Et cette honte-là, d'en parler parce que on a peur du qu'en dira-t-on. Il y a aussi les liens qui unissent l'auteur et la victime. On se dit, mais si je vais le dénoncer, qu'en sera-t-il de l'avenir? Celui à qui j'ai fait d'enfant, ou bien celui qui est lié à moi avec des liens, peut-être les liens de fratrie, les liens de filiation. On crée l'histoire que nous allons laisser, qu'on va laisser à ces enfants, et tout ce qui pourrait en découler dans l'avenir. Et il y a l'autre chose, c'est que il y a beaucoup de ces victimes-là qui n'ont pas accès à la justice. Pas parce que elles l'ont décidé, mais parce qu'elles sont ignorantes. Elles ne savent pas que c'est de plein droit de se diriger vers les instances de justice pour dénoncer ce qu'elles vivent dans leur chair. Vous savez, c'est surtout sur ce point-là que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance travaille pour porter auprès de la communauté leurs droits, les différentes instances qui sont prêtes quand même à pouvoir les écouter, le minimum des gestes qui comptent à faire quand on est violenté. Il y a l'autre aspect qui constitue la stigmatisation. Quand surtout les femmes violées, quand un jour tu as dénoncé un cas de viol, entre griffes, tout le monde, quand on te voit, bon, il y a ce stéréotype-là qu'on te colle, on se dit, mais est-ce que toi-même, tu n'as pas réchauffé, la chose, est-ce que tu n'as pas provoqué, est-ce que c'est pas de ta faute, est-ce que tu n'as pas allumé la personne? Et donc, toutes ces craintes-là constituent des barrières pour nos femmes, et elles préfèrent se résigner derrière leur silence, parce que, bon, si quelqu'un ne sait pas, en tout cas, c'est moi seul qui gère. Alors qu'en réalité, si elle garde ce traumatisme en elle, un traumatisme non guéri, je vous assure, représente un tapis fertile à d'autres conséquences préjudiciables à leur avenir. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Madame Ojo. Patrick, cela est une réalité, qu'on le veuille ou pas, des familles ou des clans profondément ancrés, je dirais, dans la tradition, qui subissent peut-être des violences, des sévices, mais qui n'osent pas parler. Est-ce que vous pensez qu'elles devraient s'armer de courage, quitte à dénoncer celui qu'on considère peut-être comme le chef de famille, le père, le mari, celui qui nous nourrit? Est-ce que vous pensez qu'elle devrait s'armer de courage quand même, au risque d'être rejetée et oppressée de toutes parts? En fait, c'est une question qui va revenir tout le temps, parce que la tradition, bon, je ne dis pas la tradition, mais il y a tout un ensemble de poids sociologique, justement. Cet ensemble fait que l'on se dit, il faut protéger ses arrières. Il y a l'expression de linge sale se lave en famille, et il y a beaucoup d'expressions, et puis on fait une rétention d'informations. On se dit, lorsqu'on va dire est-ce que, on se pose des questions, parce que la culture nous a poussé à être des protecteurs de tout ce qui est art de la famille. On se protège. Il y a une complicité tacite qui est installée, ce qui fait que ceux qui peuvent faire dénoncer ferment carrément les yeux sur les abus. Ceux ou celles qui doivent dénoncer se disent, même si je dénonce, est-ce que je ne serai pas plutôt accusé par toute la société? Est-ce que la stigmatisation dont tu as parlé, madame? Oui, c'est tout cet ensemble de paramètres qui poussent les personnes victimes à se taire. Mais comment les pousser, comment les amener à s'exprimer, à oser parler? Je crois que c'est à partir de tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Faire comprendre aux gens qu'il vaut mieux parler que de se taire pour subir toutes les conséquences. Parce que se taire,
Se morfondre, c'est se créer d'abord du stress. Certains diront que l'adrénaline va couler goutte à goutte et que ça va endommager d'autres choses. Les médecins ont pu expliquer que ce silence-là est plutôt suicidaire. Et à cause de ce silence, certaines personnes contractent des maux, on devient carrément, on a l'hypertension artérielle ou l'hypotension, etc. La tension monte ou descend. Il y a tout un ensemble de d'ébranlements, de déséquilibres qui s'installent dans le corps, que les gens ignorent. Ils se disent que je me tais, tant mieux, je me tais. Non, en se taisant, et en se morfondant, en se taisant pour garder en soi toute cette colère contenue, on finit par se détruire. Et il faut que les gens puissent comprendre cela. Tant que les femmes ne vont pas le comprendre, pas seulement les femmes, les hommes, puisqu'on parle de gens, tant que les victimes ne vont pas comprendre, elles vont se taire et mourir silencieusement. Et c'est dangereux pour elle de toute façon. Je vais vous poser également la même question, Madame Hermione Adjovi. Lorsque je me tais, lorsqu'une victime se tait, essaie d'encaisser au risque de subir, quel dommage cela peut créer en elle et qu'est-ce qu'elle gagnerait à dénoncer? Peut-être que, comme le dit Madame Ojo, elle n'a pas conscience que la justice est de son côté. Alors, je pense que de deux mots, il faut choisir le moindre. Il est évident, c'est vrai qu'on reste un peu focalisé sur le contexte conjugal, mais au-delà du contexte conjugal, même la violence des parents, tout à fait, d'un frère, d'un cousin, d'un oncle, c'est vrai que ça peut avoir beaucoup de représailles. Mais après, c'est opérer le choix entre est-ce que je préfère me taire, finir par mourir de différents mots. Est-ce qu'une femme peut en mourir? Ben oui. Bien sûr. D'accord. Une femme peut se coucher cette nuit, ne pas se réveiller demain matin, tout simplement parce qu'à un moment donné, son cœur aurait lâché en plein sommeil. Et il y a 10 millions d'autres manières. Pendant une énième scène de violence, lorsque le conjoint donne un coup, ça peut être fatal à un moment donné. Elle perd son équilibre et quand il a la tête contre le mur, il y a tellement de paramètres qui peuvent conduire au décès. Et le décès n'est même pas le pire. J'aime bien cette citation qui dit que le pire n'est pas de mourir, mais c'est ce qui meurt en nous pendant que nous sommes encore en vie. Absolument. Et donc, vous allez voir beaucoup de femmes qui sont dans des foyers, mais qui sont l'ombre d'elles-mêmes, qui ne ressemblent plus à rien, qui subissent la relation, qui ne la vivent pas. Et pour moi, ce n'est pas vivre ça. Est-ce que, donc, voilà, je sais pas, les potentielles victimes, qui, peut-être parce que c'est surtout elles qui sont concernées, elles ou ils, puisqu'il s'agit du genre, qui vous écoutent et qui vous disent peut-être, d'accord, c'est bien facile, elle est à la télé, elle ne sait pas ce que je vis, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que, évidemment, vous n'êtes pas à leur place, vous êtes peut-être une femme libre. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'elles puissent vraiment franchir le pas? C'est complexe et je pense qu'il n'y a pas de solution toute tracée qui s'applique à tous les cas spécifiquement. Tout ce que je peux leur dire, tout ce à quoi je peux les encourager, c'est se déplacer. Parler libère déjà d'une bonne partie de la charge. Ce qui fait le plus de mal, ce qui tue le plus vite, c'est quand on se tait, qu'on encaisse et qu'à un moment donné, on ne peut plus. Je connais des femmes qui sont devenues folles. Enfin, excusez-moi le terme, on parle de deuxième personnalité souvent, qui ont perdu à un moment donné la raison parce qu'elles n'arrivaient plus à encaisser, mais parce qu'elles ne pouvaient pas parler ou parce que lorsqu'elles se retrouvaient vers peut-être leur mère, un proche vous parlait, on leur dit tais-toi, sourire mon ouais non mais on doit faire le fil, il pleut partout, des expressions du genre et elles subissent, elles continuent. Donc quand je dis se déplacer vers le CPS, c'est d'abord pour avoir la certitude que vous avez affaire à une personne objective, une personne qui n'est ni pour vous ni pour votre époux, qui pourra faire preuve d'impartialité, c'est ça, qui pourra faire preuve d'impartialité, qui connaît les tests, qui sait quelles sont les procédures. Parce qu'après, je pense qu'en septembre dernier, un centre a d'ailleurs été inauguré ici au Bénin pour accueillir des victimes pour 3 mois. Par exemple, des femmes victimes de violences de la part de leur époux sur une période de 3 mois. Le temps peut-être de trouver un terrain d'entente avec l'époux ou d'orienter un centre d'accueil. Voilà. Donc, en fait, c'est pour dire, les rassurer qu'il ne s'agit pas, lorsqu'elles dénoncent, de les opposer au mari, d'enfermer directement le mari. Non, c'est toute une procédure. On pense d'abord à la conciliation parce que qu'on le veuille ou pas, l'État ne pourra jamais héberger toutes les femmes victimes de violences qu'on sortirait d'un foyer. Ni donc l'idée, tous les hommes exactement. Donc on les exhorte à se rapprocher des centres de promotion sociale, se rapprocher, appeler le 138 d'ailleurs, non seulement les victimes mais les personnes autour des victimes, parce que parfois on craint aussi, je suis dans ma maison, le voisin bat sa femme, si c'est moi qui dénonce,
les retombées sur Absolument. moi. Mais le 138 garantit l'anonymat. On ne dira jamais à personne que c'est vous qui avez dénoncé le cas de violence à côté de vous. Et ça se travaille en fait pour préserver non seulement la victime, mais garantir un certain équilibre en fait dans la société. Parce que même les juridictions sont conscientes de l'importance de maintenir un couple uni, de garantir la stabilité de la famille, de maintenir une victime dans son cadre habituel, ne pas la sortir, ce qui pourrait créer des déséquilibres et tout. Donc, une fois encore, il ne s'agit pas de dénoncer pour enfermer systématiquement l'époux, non, absolument pas. Et mieux, j'ai envoyé un cas récemment à l'Institut national de la femme qui est en cours actuellement. On a d'abord reçu la dame pour l'écouter, on a reçu l'homme également pour l'écouter et on a reçu les deux pour les écouter. Donc, pour montrer que l'État, ce n'est pas une guerre contre les hommes, voilà, exactement. On est conscient que beaucoup d'hommes ont peut-être subi des blessures intérieures et que leur état de violenteur part peut-être de là et qu'on essaie, avec l'appui de psychologues, etc., de changer quelque chose. Et c'est quand on sent qu'on ne peut plus rien faire, qu'il n'y a plus de solution possible, qu'on va peut-être vers les cas extrêmes, mais ce n'est pas les cas les plus courants. Absolument. Donc, vous rassurez que vous n'êtes pas seul. Allez vers les personnes qu'il faut pour parler, les CIPEC, des BG. Il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui. L'INF est ouvert tout le temps. Le numéro WhatsApp est là. Vous n'avez même pas besoin, si vous êtes au nord, de venir forcément à Cotonou. Il suffit d'un simple message par WhatsApp. Vous êtes pris en compte, vous êtes écouté. On peut vous appeler. Vous pouvez envoyer un mail. Il y a plusieurs manières aujourd'hui. Nos autorités et institutions sont disponibles entièrement pour vous écouter et essayer avec vous de trouver la meilleure solution et pour vous et pour vos proches. Merci beaucoup. Et je suis sûre qu'elles ont pris note. Il y a les institutions, le gouvernement, ces projets, comme celui que vous représentez. Madame Hermione Adjovi a commencé par le dire. Lorsque je décide de briser le silence et que j'accepte d'aller vers un de ces projets que vous accompagnez, quelle garantie j'ai que je ne vais pas me faire lyncher de toutes parts et qu'on va plutôt corriger ce qui, je dirais, me tue de l'intérieur? Merci beaucoup. Et à la suite de Madame Adjovi, je pense qu'il y a le secret professionnel qui offre une garantie pour la victime. Dès que je me rapproche d'un centre de promotion sociale, d'un spécialiste, quand je parle de mon problème, je n'ai pas à entendre ça dans la communauté. Il arrive qu'on entende ça, mais c'est rare. Donc si la victime a l'assurance que tout ce qu'elle va raconter ne sera pas divulgué, elle peut s'exprimer. Et au-delà de la victime, elle a dit, les proches de la victime, parce que souvent, dans notre culture, on invite la femme au silence. Ne parle pas. Tu n'as pas, parce qu'on veut préserver le bien-être familial. Le bien-être familial. Et dès que les médiations au niveau de la cellule échouent, on va au niveau du chef de famille, de chef coutumier. On ne voudrait pas entacher vraiment l'honneur de la famille. Donc, je dis au-delà de la victime, les proches peuvent porter plainte pour dire « Ah, il y a telle chose qui se passe ». Et il ne faudrait pas aussi que ceux qui osent porter l'information se fassent dénoncer et puis après on dit que ce cas-là c'est tel. Il arrive qu'on entende ça. Donc le secret professionnel est très important. Et il y a les structures d'accueil. Elle l'a dit, au-delà des centres de promotion sociale, au-delà des structures étatiques, bien sûr, centres de promotion sociale, les CIPEC, l'INF, il y a les structures privées. Les ONG font beaucoup sur le terrain. Il y a des associations professionnelles. Vous savez, les associations des femmes avocates, des femmes juristes mènent le combat aux côtés des victimes pour se faire entendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elles n'ont plus rien à craindre. C'est vrai que le poids culturel continue de peser lourdement. Mais nous devrons briser le silence parce qu'au-delà de ce que les VBG sont une violence des droits de l'homme, c'est aussi un problème de santé publique. Absolument. Et c'est pour ça que ça nous interpelle. Quel genre d'hommes? Parce que nous allons construire notre pays sur des hommes qui sont sains, mentalement en bonne santé pour pouvoir vraiment contribuer au développement de notre pays.
Tout à fait, merci beaucoup Madame Jocelyne. Je me tourne vers vous Madame Ojo. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Je pense que ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent seront un peu plus rassurés parce qu'il ne s'agit en rien d'une cavale contre leurs conjoints, contre les membres de leur famille. C'est une tentative d'arrangement et pourquoi pas de punir ceux qui ne veulent pas se détourner. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à ces victimes? Je prends peut-être une victime qui est dans le nord profond, comme vous le dites, qui n'a peut-être pas forcément accès au téléphone, etc. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour que tout le monde puisse être écouté, pour que chacun puisse être écouté et que les cas ne soient pas banalisés en raison du nombre d'appels et de plaintes? Est-ce qu'il y a des dispositions pour s'assurer que chacun est pris en compte? Vraiment, merci beaucoup. Je voudrais remercier Mme Adjovi qui a parlé comme quelqu'un qui travaille au ministère de l'Affaires sociales et de la microfinance. Merci de porter notre voix. La 138, c'est le numéro standard qu'il faut appeler en cas de toutes sortes de violences, pas seulement dirigées à l'égard de la femme, mais à l'égard des enfants, de toutes les couches vulnérables. Même si vous êtes au fin fond du pays, vous savez, plus la chose change d'envergure, plus aussi les stratégies sont déployées au niveau institutionnel. Absolument. Vous savez, les centres de promotion sociale ne restent plus dans les 4 murs pour accueillir les usagers. Il y a une permanence, certes, dans les centres de promotion sociale, mais nous avons décidé depuis un certain temps de changer notre manière de faire en allant, en adoptant une stratégie comment on appelle oui, en stratégie avancée. Nous sommes de plus en plus en stratégie avancée. On va au sein des communautés, d'accord? On installe une certaine permanence et ces communautés-là savent à quelle heure nous sommes là et ils viennent nous voir. Ces gens-là viennent, se portent vers nous. Parce qu'on peut se cacher derrière le fait qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir se déplacer de chez soi pour aller au centre de promotion sociale et peut-être par crainte aussi de se faire identifier et tout. On craint tout ceci. Pour ranger toutes ces questions, nous nous sommes dit, il faut se rapprocher des communautés. Et vous savez, de plus en plus, cette stratégie, ça prend. D'accord. Ça prend parce que ça nous permet non seulement d'être au contact plus proche de la communauté, mais de mesurer, de prendre le pouls et de savoir la prévalence, le niveau de prévalence des violences au sein des communautés et de profiter de faire des sensibilisations de proximité aussi. Parce qu'au fur et à mesure que nous recevons des gens, nous recevons des victimes et même des auteurs, parce qu'il y a certains auteurs qui viennent exprès poser leurs problèmes alors qu'ils savent bien qu'ils sont en faute, mais ils viennent poser les problèmes autrement. Mais le technicien détecte tout de suite, à l'écoute, vous sentez dans quelle position il se trouve. Est-ce que c'est dans la position de l'auteur ou bien dans la position de la victime? Et on sait en même temps quelle est la stratégie qu'il faut utiliser rapidement pour écouter les deux parties. Vous savez, Mme Adjovi a dit quelque chose de très important. Elle a dit, quand une violence se produit, d'accord, automatiquement, ce qui importe, il faut creuser l'accès. Il faut voir quelle est la source du problème. Et pour avoir la source du problème, il faut écouter les antagonistes, écouter et l'auteur et la victime et les victimes collatérales. D'accord? Quand on les écoute, ça permet de croiser les informations et de savoir où se trouve le problème. Donc, de facto, ce n'est pas qu'on envoie toujours les auteurs en prison, on va les enfermer, on va les punir, on va les sanctionner. Non. La loi a prévu toute une panoplie d'actions. Vous savez, parfois même, il y a des gens qui commettent des fautes par faute d'ignorance. Et peut-être c'est de bonne foi, ils ont commis l'acte, mais après ils se sont rendus compte que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas leur intention au départ. Je vous assure, en tant que directrice départementale, nous avons déjà réconcilier pas mal de couples, mais qui au départ étaient partis pour se disloquer définitivement. Mais à force de les appeler, de les écouter,
Et étape par étape, on écoute d'abord l'auteur, après la victime, après les deux, après des personnes plus proches qui ont quelque chose à pouvoir dire au sujet du problème, ainsi de suite. Vous arrivez toujours à les réunir. Et ces familles-là, quand elles se retrouvent après ensemble, je vous assure, elles s'en reviennent pas, elles viennent nous dire, mais vraiment, en fait, nous étions dans l'ignorance. Merci de nous éclairer. L'action est mal interprétée, on pense que c'est une chasse aux hommes. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, notre prise en charge, elle est complète. Une femme qui est violentée, quand elle vient, non seulement nous nous intéressons à l'objet, mais aussi nous creusons pour voir qu'est-ce qui constitue la source des discordes dans le foyer. Le centre qu'on a inauguré, dont elle parle, pas parce que nous voulons juste régler le problème comment on appelle, de vivre ensemble, que nous prenons la victime et nous la mettons dans ce centre. Mais pendant qu'elle est là, les enfants qu'elle a laissés, elle-même, ses activités génératives de revenus, d'accord, son mari, le foyer, parce que l'État n'est pas là pour opter, pour faire l'apologie des divorces. Pas du tout alors. Bien au contraire, nous réfléchissons sur tous les cas. La prise en charge, elle est complète. C'est tout un paquet. Et donc, nous offrons un appui, d'accord, en AGR à la femme violentée. Le monsieur même, quand on l'écoute, parce que parfois quand l'homme perd son boulot ou bien son activité ne marche plus, il devient hagneux, il devient plus violent et ainsi de suite. Donc nous réglons aussi ce problème-là, d'accord? Et de plus en plus, même devant les juridictions, ceux-là qui craignent les moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens de commettre des avocats, l'Institut national est désormais là et leur met à disposition des avocats au bénévolat qui les défendent devant les instances juridictionnelles. Les enfants, leur scolarité, nous étudions tout ça et nous prenons langue avec les secteurs de l'éducation pour pouvoir continuer par scolariser ces enfants-là. Donc c'est une prise en charge complète que nous faisons et je voudrais rassurer la population de ce que nous ne sommes pas là pour pouvoir emprisonner un mari ou bien diviser les familles, séparer les époux. Pas du tout, mais quand ils viennent nous voir, nous allons creuser les choses, discuter avec eux pour pouvoir les réunir davantage. Parce que c'est un petit, peut-être c'est un petit quiproquo, une petite cause, mésentente qui aurait créé tout ça. Et le parole qui ne devrait pas être lancée, qui a été Madame, lancée. j'ai reçu, excusez-moi, j'ai reçu un policier. J'ai reçu un policier, ça me fait, excusez que je vous prenne cet exemple-là. Le policier est venu, il était très remonté contre son épouse. Il dit, mais pourquoi, alors que c'est une belle dame, je vous assure, très jeune encore. Mais il dit, non, je ne comprends pas pourquoi mon épouse va se rabattre beaucoup plus sur sa famille et non lui. Parce qu'il a tendance à croire que son épouse s'intéresse, écoute plus sa mère que lui. J'ai dit, mais quand on a... Quoi de plus normal. Quand on les a écoutés, finalement, mais on a su que le problème de policier, c'est parce qu'ils craignaient que quelqu'un qui visitait, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait la cour à la fille, mais qui côtoyait encore la mère. Donc, à force d'aller régulièrement dans la famille, la fille risquait encore de revoir ces textes. Exactement. Donc, c'est une crise de jalousie. Mais quand nous avons pu identifier l'objet de leur discorde, on l'a levé et tout le monde s'est compris. Aujourd'hui, c'est des amoureux parfaits. Oui. Merci beaucoup. Le temps, il file vraiment. Patrick, je vais vous laisser conclure très rapidement et recevoir Maurice pour lire les avis des internautes. Oui, très rapidement, je dirais, c'est une lutte, je l'ai déjà dit, de longue haleine. À long terme, on aura un bon résultat, je le souhaite vivement. Amen. On le souhaite vivement. Quand on est né d'une mère, d'une bonne mère. Quand on est né d'une mère, ça, oui, d'une mère, oui, d'accord, oui. Quand on est né d'une mère, on ne peut pas se permettre de voir une autre femme souffrir. Merci, oui, merci beaucoup. C'est juste ça que... Merci Patrick d'avoir partagé votre avis avec nous. Vous allez laisser... Non, ce n'est pas encore fini. Nous allons rapidement lire les messages des internautes. Maurice va s'installer. Et...
En train de venir. Madame Adjovi, alors je reviens à vous. On se rend compte finalement que l'action est peut-être mal comprise parce que quand on en parle, les hommes se braquent tout de suite. Vous donnez de mauvaises éducations à nos femmes, vous voulez ramener l'occidentalisation, etc. On se rend compte finalement que ça a été mal interprété, ces actions-là. C'est ça, effectivement. Je pense que madame a tout dit. C'est absolument pas une lutte contre les hommes. Moi, j'ai grandi seule fille au milieu de 4 à 5 garçons. Vous ne le feriez pas la guerre. Franchement, j'ai des frères qui sont pour moi des exemples de mari pour leur épouse. Donc on ne cherche pas à tirer sur quelqu'un, absolument pas. On essaie juste de garantir un certain équilibre, l'équité, la paix un peu partout. Et voilà. Alors, Maurice, si vous permettez, j'ajouterais, on est resté beaucoup plus dans le contexte conjugal, mais les dénonciations valent également pour les cas de harcèlement en milieu scolaire, en milieu professionnel, les harcèlements en ligne également parce qu'on a une loi sur le numérique. Donc, quel que soit le type de violence, n'hésitez pas à dénoncer. Absolument. Merci. Alors, Maurice, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Jennifer, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, 16 jours d'activisme, nous y sommes, il faut briser le silence. Qu'est-ce que pensent nos internautes de la question du jour? La question du jour, peut-être qu'il faut la rappeler à ceux qui sont en plateau avec nous, c'est qu'on a demandé aux internautes de nous dire selon eux qu'est-ce qui explique encore le silence de certaines femmes et filles victimes de violences malgré toute la sensibilisation, malgré toute la mobilisation qu'on connaît depuis plusieurs années dans notre pays et à travers le monde. Et il faut dire que 2 raisons reviennent essentiellement. La première, c'est les pesanteurs sociologiques qui ralentissent les femmes ou les victimes dans leur élan de dénonciation. Et ensuite, évidemment, le regard de la société après cette dénonciation, parce que certains estiment que lorsque la femme ou la victime va dénoncer, parfois elle se tourne pas forcément vers la bonne personne pour la soutenir, ou après la dénonciation, elle est stigmatisée dans la société. On va retenir donc quelques avis. Ronis Sagbadia nous dit que plusieurs raisons expliquent le mutisme de certaines femmes et filles victimes de violences. La peur d'abord de voir l'avenir des enfants hypothéqué quand le bourreau est et en même temps l'époux, celui qui donc investit le plus dans l'éducation des enfants. L'espoir que la situation va changer, donc certaines personnes qui continuent de subir dans l'espoir que la situation de violence va évoluer. La peur d'affronter le regard de la société est une autre raison qui explique le mutisme des victimes. Concernant la fille, il dit, on remarque que quand c'est un viol, c'est la peur d'être accusé à son tour de ce qui lui est arrivé, explique Ronis Sagbadia. Roland Boko nous dit que le silence des victimes de violences à raison du genre découle d'une part des travers de notre culture qui contraint la femme à tout subir. Malheureusement, la paupérisation oblige aussi certaines victimes à se laisser faire par peur du destin. Le comble, certaines victimes sont incomprises de leur propre famille qui peut-être seraient aussi des bourreaux. L'État et les organisations de la société civile doivent prendre leurs responsabilités, conclut Roland Bocor. On va prendre un dernier avis, il est signé Moïse Assoclé. Il écrit, bonjour chers journalistes, les femmes victimes de violences à raison du genre, après dénonciation, sont souvent mal vues par leur entourage. Donc certaines d'entre elles préfèrent se taire pour garder la relation dans laquelle elles subissent ces violences-là, telles qu'elles estiment Moïse Assoclé. Voilà donc en résumé les avis de nos amis internautes qu'on a pu glaner sur la toile ce jeudi. Merci Maurice pour ce travail de collecte, et nous n'allons pas ne pas vous demander votre avis, vous le savez. Déjà, qu'est-ce qui explique selon vous ce silence et pourquoi devrait-on dénoncer? Je vais commencer par répondre à la dernière partie de votre question. C'est la dénonciation est nécessaire parce que les violences qu'on fait à l'égard des femmes est quelque chose qui est intolérable. On ne peut pas accepter qu'une partie de notre société soit, brimée de cette façon. C'est intolérable et il faut condamner avec une rigueur importante. Donc, il faut des hommes et des femmes pour construire une société. Et donc, si à un moment donné, on décide d'écarter
et de matérialiser une partie de ces sociétés-là, on n'est pas dans la dynamique de construire un vivre ensemble pour un développement inclusif. Donc c'est quelque chose qui est même contre l'idée de faire nation et donc qu'on ne peut pas accepter. Les raisons qui poussent les femmes où les victimes au silence sont connues. Les internautes viennent de le rappeler, vous l'avez dit sur le plateau. C'est pour cela que donc la stigmatisation, les pesanteurs sociales, donc c'est pour cela qu'il faut continuer à travailler, faire ce travail de sensibilisation, rapprocher les mécanismes qui permettent aux femmes ou aux victimes de s'exprimer, de dénoncer, tout en se sentant en sécurité, les rapprocher donc le plus près de ces personnes éventuellement victimes. Il faut aussi dit que le sujet est un sujet extrêmement complexe. Et quand on parle de violence basée sur le genre, violences faites aux femmes, elles sont multiformes, elles prennent plusieurs formes. Madame Adjovi l'a rappelé tout à l'heure, il y a les violences. Moi, je regarde beaucoup de choses en ligne. Aujourd'hui, les violences en ligne sont énormes. Il y en a tellement de plus en plus, au-delà de ce qu'on vit dans les familles. J'ai regardé quelques chiffres. Et aujourd'hui, c'est la moitié, au moins la moitié des femmes qui subissent des violences en ligne. 113% des femmes journalistes disent avoir subi au moins une fois une violence en ligne. Et on va au-delà de l'aspect, parce qu'on a parlé beaucoup de l'aspect familial, épouse et tout, parce que c'est le plus important. On a vu que 5 femmes sont tuées chaque heure dans le monde. Et la plupart du temps, ce n'est pas leur partenaire, leur conjoint, leur partenaire intime. Donc, c'est des choses qui doivent nous toucher dans notre propre humanité. Comment quelqu'un avec qui vous êtes en couple, vous vivez, vous décidez un jour ou l'autre de porter la main sur cette personne-là jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, c'est des choses qui doivent nous toucher et qui doivent nous amener à dénoncer, à faire partie de ce mouvement de dénonciation. Je vais rappeler un dernier chiffre que j'ai noté également. 82% de femmes parlementaires à travers le monde qui disent avoir subi au moins une fois une forme de violence psychologique. Parce qu'une remarque sexiste, des choses de ce type. Donc, il faut dire, quand on parle de violence faite aux femmes, parfois on a l'image que ça ne touche que des personnes qui ne sont pas instruites, des personnes qui sont dans les zones régulées. Mais il n'y a pas que ça. C'est que vous voyez, femme parlementaire, donc une femme qui a le courage d'entrer en politique, d'aller conquérir un mandat électif, mais qui se retrouve dans un parlement et qui subit ce genre de violence. Donc ça doit nous amener à réfléchir au-delà de ce que nous connaissons, pensant que voilà, il y a des catégories de femmes qui sont exclues. Non, tout le monde est concerné et c'est pour cela que la lutte doit être collective. Justement, merci beaucoup Maurice pour ces apports qui sont très importants quand même. Malheureusement, le temps est parti. Nous allons faire un dernier tour de table. Madame Hermione Adjovi. Merci déjà pour toutes les interventions. J'ai appris beaucoup de choses moi-même. Merci aux téléspectateurs qui ont été avec nous. Et une fois encore, brisons le silence parce que ça ne nous aide ni nous, ni personne autour de nous de garder le silence. Souvent, on pense qu'on reste pour les enfants, par exemple. Mais quand vous mourrez, qui s'occupera de ces enfants et comment? Vous n'en avez pas idée. Alors autant rester en vie, quelle que soit la manière dont vous restez en vie. Sauvez-vous. D'abord parlez, faites-vous entendre. Toutes les institutions sont là aujourd'hui pour vous écouter, pour vous aider, pour le meilleur et beaucoup de courage à tout le monde dans cette lutte. Merci beaucoup. Alors, Madame Jocelyne Agbessi-Diosso. Ok, merci beaucoup. Merci à tous les autres intervenantes. Mot de fin, je dis, la violence est intolérable. C'est ça. C'est un crime. Et quel que soit l'auteur, nous devrons nous mobiliser pour briser le silence. Très bien. C'est même humainement, ce n'est pas soutenable. Donc les partenaires, on sait que l'État fait beaucoup. Déjà, l'arsenal juridique est renforcé. Le grand problème que nous avons au Bénin, c'est l'application des tests. Et les partenaires sont mobilisés aux côtés de l'État béninois pour que le combat aille le plus loin possible. Merci. Brisons le silence et dénonçons les violences faites aux femmes, aux filles, aux hommes et aux garçons. Merci beaucoup. Alors, Madame Solange Odjo, très rapidement. Oui, merci beaucoup. Je dois dire ici que dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'inscrit
d'abord dans la prévention, dans la prise en charge, et puis après dans la gestion post-violence. En termes de prévention, nous mettons l'accent sur l'éducation des enfants. Parce que les violents d'aujourd'hui ont été enfants hier. Et donc, ces violents, ces auteurs ont eu une histoire. Quand vous fouillez dans leur passé, c'est toute une panoplie d'événements, d'accord, malheureux, qui ont entaché leur vie. Et donc, aujourd'hui, nous invitons tous les parents à éduquer les enfants. Déjà, les creusets d'enfants formels que nous avons mis sur pied, nous les éduquons, nous les formons à l'autoprotection, à pouvoir rapidement détecter, savoir rapidement quels sont les signes avant-coureurs qui dénotent des violences qui se préparent à leur encontre. Et les parents, à leur endroit, on leur donne aussi des outils pour pouvoir tenir le langage approprié avec leurs enfants. Vous avez vu, le journaliste a rappelé tout à l'heure les interventions sur tout ce qu'il a recueilli sur la question. De plus en plus, nos enfants sont victimes de violences en ligne. Et donc, s'ils ne sont pas informés, tout naïvement, ils vont utiliser leur téléphone et s'exposer. Vous voyez, donc c'est tout ça là que nous avons mis ensemble pour dire nous devons éduquer nos enfants. C'est vrai, utiliser le téléphone, c'est une chose, mais aussi savoir les risques qui sont derrière l'usage de ce téléphone-là. La prise en charge aussi, elle est complète. Je le rappelle encore, c'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais nous devons quand même saluer les efforts qui sont faits de plus en plus. Vous aurez constaté que depuis environ 7 ans, il y a beaucoup de choses qui se font et il y a un éveil au sein de la société. Moi, je voudrais demander à l'entourage des victimes, parce que c'est là où tout est compliqué. L'État fait, mais l'entourage nous complique réellement la tâche. Vous savez, une victime prise ex-nihilo, à qui on a déjà fait tout le travail, elle a enclenché déjà la phase de guérison, l'entourage vient encore rappeler les épisodes mauvais, sombres de sa vie et oppose un refus catégorique à la réconciliation en quelque sorte. Et donc je voudrais inviter depuis ce plateau toute la communauté, toutes nos populations à savoir que c'est dans la paix que nous pourrons construire notre pays et dans la tolérance. Et rassurer aussi les femmes, leur demander de se donner suffisamment aussi au travail. Il ne sert à rien de compter sur sa beauté, de compter sur toute la facilité et dire non, que nous pourrons nous assurer un bel avenir. Merci beaucoup, Madame Ojo. Maurice, pour finir rapidement. Très rapidement, je peux saluer en fait, le travail qui se fait au sein du gouvernement par l'État. Ça, on doit le reconnaître que depuis quelques années, la protection à travers la législation, à travers les instruments, les institutions existent pour protéger les femmes et pour lutter effectivement contre les violences basées sur le genre. Il faut donc encourager l'État à continuer dans cette dynamique et en cela, lorsque Madame a rappelé tout à l'heure qu'on a vraiment des difficultés dans l'application de la loi, c'est aussi demander qu'on forme suffisamment et de façon appropriée les acteurs qui doivent appliquer cette loi-là, les magistrats, les officiers de police, parce que lorsqu'une victime va au commissariat et que le policier ne lui pose pas les bonnes questions ou bien a tendance à lui faire croire qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé, vous voyez que derrière, cette personne-là ne se sent pas en confiance et ne va pas y retourner. Donc c'est aussi un point sur lequel je voulais mettre l'accent qui est très important. Merci beaucoup, chers débatteurs. Merci Maurice pour toutes ces explications. Nous étions avec Hermione Adjovi, activiste des questions de violence basées sur le genre, Jocelyne Agbessi Diossou, assistante technique du projet d'appui à l'égalité du genre auprès du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, et également Solange Ojo, directrice départementale Affaires sociales OUEME. Merci pour toutes ces explications, pour tous ces apports. Je vais vous raccompagner, chers débatteurs, et j'installe Blaise Adanko pour Sport Matin.